Est-ce que vous connaissez l'histoire de Geoffrey Holt? C'était un Américain qui était ouvrier et jardinier, et quand il est décédé, on s'est aperçu qu'il avait un patrimoine de presque 4 millions de dollars. Et est-ce que vous connaissez Ronald Read? Encore mieux, il était concierge dans le Vermont, et quand il est mort, on s'est aperçu qu'il avait 8 millions de dollars. Ils n'avaient pas des salaires de fou, mais ils ont eu l'intelligence de bien investir, et surtout de dégager tous les mois de quoi investir. À moins que tu sois déjà méga riche, auquel cas tu peux quitter la vidéo et retourner jouer. La première étape pour te constituer un vrai patrimoine, c'est simple, c'est épargner plus. C'est la base. Si tu as 2 fois plus à investir, c'est plus facile de gagner plus forcément. Et c'est pas en réutilisant les sachets de thé 10 fois ou en utilisant l'eau des pâtes pour arroser les plantes que tu vas épargner assez d'argent. Si tu veux vraiment mettre plus de côté tous les mois, il faut que tu te focalises sur tes dépenses qui sont grosses et fréquentes. Et très souvent, les moins riches surtout, se rendent pas compte que certaines mauvaises habitudes peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros, et même plus, à la longue, sans s'en apercevoir. Salut, c'est Gemel Delamonnet et on va analyser ensemble 7 des plus gros dévoreurs d'argent dans la vie. Les dépenses sur lesquelles il faut absolument que tu te penches pour essayer d'économiser vraiment plus. Et on commence avec un classique qu'on oublie souvent, les assurances. Les Français en ont 5 ou 6 en moyenne, super cher à la base, et leur prix a énormément augmenté ces 5 dernières années. Certaines sont vraiment importantes, mais d'autres servent surtout à enrichir ton assureur. Ma règle d'or, c'est d'assurer uniquement les risques qui menacent ta survie financière. Ça, c'est vraiment important, et une assurance peut vraiment faire la différence pour toi dans un moment pas facile. Mais assurer ton téléphone, ton grille-pain, ta valise, c'est moins important. Les assurances dont tu as vraiment absolument besoin, c'est responsabilité civile, pour couvrir les dommages que tu peux causer à d'autres, assurance habitation, assurance auto, c'est un véhicule, et la mutuelle, qui n'est pas obligatoire, mais qui vaut vraiment le coup car elle protège contre des dépenses qui sont vraiment énormes en cas de gros problèmes de santé. Les autres assurances, moi je peux m'en passer. Et les pires pièges que je prends jamais, c'est assurance bagage, téléphone hybride vert, extension de garantie électroménager et assurance annulation voyage. Alors oui, c'est embêtant quand un truc casse ou quand on rate un avion, mais ça met pas ma vie financière en danger. Et du coup, je fais beaucoup plus attention à mon téléphone depuis qu'il n'est pas assuré. Concrètement, 3 conseils simples pour économiser sans risque là-dessus. Déjà, prenez l'habitude de dire non, même si les sites et les vendeurs, ils sont très bons pour vous faire peur. Leur boulot, c'est plutôt de vendre plus que de protéger. Ensuite, compare en ligne pour tout ce qui est important. Donc auto, habitation, mutuelle. Ça, je le fais à chaque fois. Ça coûte rien du tout et je suis sûr comme ça de ne pas me faire embrouiller par un vendeur au téléphone. Et enfin, troisième point, regarde ce qui est déjà assuré par ta carte bancaire. C'est un peu flou et c'est un peu n'importe quoi, les contrats de carte, mais tu peux juste mettre le contrat de carte sur ChatGPT et il te dira beaucoup plus clairement qu'est-ce qui est couvert. Le deuxième gros dévoreur, c'est les abonnements. Ça s'accumule très vite. En France, on paye en moyenne pour 150-200 euros par mois entre streaming, magazine, des applis, la salle. Le piège, c'est que prendre un abonnement, c'est très facile et le résilier, beaucoup moins. Il y a une période où 9 utilisateurs sur 10 de Disney+ oubliaient de résilier après l'essai gratuit. Et l'exemple ultime, c'est la salle de sport. Sur 10 abonnés, il y en a 7 qui y vont moins d'une fois par semaine. C'est vraiment pas rentable. Ce que je fais et que je te conseille, c'est de faire un vrai ménage dans tes comptes. Ouvre ton appli bancaire, tu scannes ligne par ligne et tu décides je garde ou j'arrête. Si tu payes une salle de sport que tu fréquentes une fois par mois, stop. Si tu lis pas les magazines que tu reçois, stop aussi. Et si tu testes une appli juste par curiosité, une technique que j'utilise quand je veux tester une app, c'est j'annule immédiatement. 10 secondes après souscription, je le fais direct. Du coup, je peux tester plusieurs jours parce que ça arrête pas la période d'essai, mais au moins je me fais pas avoir parce que j'oublie de résilier à chaque fois. Et enfin, pense à tes gros abonnements, type box internet, forfait téléphone ou électricité et gaz. C'est souvent là que tu peux économiser le plus d'argent. Le bon réflexe, c'est de toujours comparer en ligne. Les comparateurs, ils sont gratuits, rapides et ils battent à chaque fois les offres magiques qu'on te vend au téléphone. Les conseillers, ils sont très sympas, mais il faut bien qu'ils se payent quelque part. Le troisième gros dévoreur, c'est les addictions, type tabac, alcool ou autre. Ça coûte une fortune à la longue. Le tabac d'abord. Les fumeurs dépensent 15% de ce qu'ils gagnent en tabac en moyenne. Un paquet par jour pendant 40 ans, c'est 165 000 euros partis en fumée. Et si tu avais investi cet argent au fur et à mesure, à 5% par an pendant ces 40 ans, ça te ferait plus d'1 demi-million. L'alcool, c'est pas mieux. Une bouteille de vin tous les 3 jours à 8 euros, c'est 1 000 euros par an. Et jeu d'argent, pareil. Le joueur moyen mise 2 000 euros par an et récupère 1 600. Donc c'est 400 euros de perte nette en moyenne, chaque année. Statistiquement, c'est un abonnement à perdre de l'argent. La bonne technique, je pense, c'est de calculer combien ça te coûte en un an ou en 10 ans tes addictions. Tu peux le faire à la main ou tu peux demander à ChatGPT qui va te le faire en 2 secondes. Et tu vas voir, le chiffre est plus flippant que l'image sur le paquet de clopes. Et on a tous des addictions d'une manière ou une autre. Ça peut être le shopping aussi, par exemple. C'est peut-être moins dangereux pour la santé, mais potentiellement c'est pire pour tes finances. Quatrième dévoreur, et souvent le plus massif, c'est la voiture. C'est un très gros poste de dépense et beaucoup sous-estiment à quel point il est énorme. Le coût moyen par an d'une voiture, c'est 6 500 euros, donc plus de 500 euros par mois. Et il y a 3 types de coûts. La dépréciation, c'est la perte de valeur de la voiture. En gros, une voiture
voiture neuve, elle perd 10% de sa valeur dès que tu la sors du garage, 20-30% la première année et 50% en 3 ans. Ensuite, il y a l'utilisation. Donc essence, assurance, réparation, parking. Un trajet tous les jours de 50 km, ça coûte 150-200 € par mois en essence seulement. Et enfin, le financement, donc les leasing ou crédits conso sur la voiture si vous en avez. Mon conseil, c'est achète toujours d'occasion. Il y a déjà eu le gros de la baisse de prix, c'est le plus important. Ensuite, si tu peux, regarde aussi d'autres options, donc bus, vélo ou covoiturage, si c'est une possibilité. Et si tu vis à deux, une voiture pour deux suffit parfois. La deuxième, c'est souvent juste du confort qui est déguisé en besoin. Il faut juste bien réfléchir à tes besoins, c'est ça le plus important. Pour certains, la bonne solution serait même de réfléchir à déménager. Si ça te permet de rendre la voiture, ça peut être très rentable. Et enfin, personnellement, je suis franchement contre les leasing et les crédits auto. C'est le moyen parfait de te faire acheter une voiture au-dessus de tes moyens. Et ça, c'est le pire. Le cinquième dévoreur, c'est les dépenses qui sont pas planifiées et souvent pas réfléchies. Il y a 3/4 des Français qui disent avoir déjà acheté un produit qu'ils n'utilisent jamais. Et pendant Black Friday ou Cyber Monday, par exemple, il y a 40% des achats qui sont impulsifs. Pas un besoin, juste une envie. Le problème, c'est que ces petits craquages répétés, c'est un vrai trou dans le budget quand tu accumules ça sur toute l'année. Ce que je fais et que je te conseille, c'est tout simple. Déjà, fais une liste avant d'aller faire les courses. Va pas faire les courses en ayant faim. Impose-toi un délai de réflexion sur les gros achats, donc 24 heures pour les dépenses moyennes, 30 jours si c'est un très gros achat non urgent. Et aussi, j'aime bien convertir les prix en heures de salaire net. Par exemple, si tu te dis qu'une veste de 200 €, c'est 10 heures de boulot, tu y réfléchis beaucoup plus. Puis il y a la règle du philosophe Jay-Z, si tu ne peux pas l'acheter 2 fois, tu ne peux pas te le permettre. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se faire plaisir. C'est plutôt qu'il faut faire attention à pas se faire plaisir plus que prévu. La bonne technique, je pense, c'est d'avoir un compte plaisir qui est séparé. Un budget que tu peux cramer sans culpabilité et quand il est vide pour le mois ou l'année, ben c'est fini pour un petit moment. Mais au moins tu t'es fait plaisir et tu dépasses pas ce budget. Le sixième gros dévoreur, c'est l'inflation et le coût d'opportunité. Un peu plus technique, mais je t'explique. Si tu laisses du cash sur ton compte courant, ou pire, sous ton matelas, tu perds du pouvoir d'achat. L'inflation, elle grignote ton argent tous les jours. Pourquoi? Parce que les prix montent tout le temps. L'immobilier, ton café, ta voiture, ton super Picsou géant. Et ton argent, lui, il reste le même. Résultat, 10 000 € laissés sur un compte pendant 20 ans, ça vaut à peine 7 262 € en termes de pouvoir d'achat aujourd'hui. Donc tu as perdu 27% sans rien faire, juste parce que tu as laissé ton argent traîner. Et encore, ça, c'est juste l'inflation. Le pire, c'est ce que tu aurais pu gagner. Si tu avais placé ces 10 000 € en bourse, par exemple, avec un rendement moyen, disons, de 6% par an, tu aurais aujourd'hui 32 000 €. Et en retirant les impôts, disons 25 000 € net. Et 25 000 € moins 10 000 €, ça fait 15 000 € de manque à gagner. Et c'est ça qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est un énorme problème en France parce qu'on n'a pas de vraie culture d'investissement. Il y a 550 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français, soit 7 700 par personne en moyenne. Et c'est de l'argent qui perd de la valeur chaque mois. Ce que je fais perso, c'est très simple. Je garde de quoi couvrir 2 à 3 mois de dépenses sur mon compte courant, sur mon livret A. Et ensuite, tout le reste, je l'investis toujours. Parce que si j'attends, les intérêts composés, ils peuvent pas travailler pour moi. Alors que c'est la seule magie financière qui marche vraiment. Et le livret A, c'est mieux que le matelas, oui. Mais vu les taux pourris, en fait, tu perds quand même de l'argent, c'est juste que t'en perds plus lentement. Le septième gros gouffre, c'est ta banque, qui est censée te garder ton argent, mais qui t'en prend souvent plus que nécessaire. Les frais bancaires déjà, c'est plus de 200 € par an en moyenne, et ça va dépendre de vous et de votre banque. Les banques traditionnelles, celles avec des agences, sont championnes pour glisser des petits frais par-ci par-là, donc tenue de compte, frais d'opération, tout ce que tu veux. La solution, compare les banques. Vous trouverez plein d'options avec des comptes qui sont gratuits et très solides. Alors attention, il peut y avoir des frais où c'est ta faute aussi. Pour ceux qui sont à découvert par exemple, là c'est à toi de bien gérer ton argent, même si c'est pas facile de tout prévoir. Ça coûte en général plus de 10%, plus un montant fixe selon la banque, et c'est donc le crédit le plus cher du monde. Donc là, il vaut vraiment mieux bien planifier. Un autre levier très important, c'est ta carte bancaire. Te fais pas avoir à payer une carte premium parce que c'est stylé, alors que tu vas pas utiliser les assurances ou les avantages qui sont inclus. Souvent, pour la plupart des gens, une carte classique suffit parfaitement. Et certaines banques en ligne proposent les mêmes protections pour 3 à 5 fois moins cher que les banques traditionnelles. Attention aux petits crédits conso aussi, ça fait acheter des trucs alors qu'on n'a pas les moyens. C'est vraiment super cher, avec des taux de 7, 8, 9%, des frais administratifs pas clairs, des frais de retard super élevés, et pareil pour les offres acheter maintenant, payer plus tard, ça fait surtout acheter plus. C'est du marketing et c'est pas de la liberté financière. Et enfin, le piège le plus rentable pour ta banque, c'est leurs produits d'investissement maison. Si tu as un peu d'argent à placer, ton conseiller va te proposer l'assurance vie, le PEA et les fonds de la banque. En apparence, ça fait très sérieux, te dit c'est ma banque, j'ai confiance, mais ton conseiller, c'est un commercial et tout ça, c'est bourré de frais. Franchement, ne prends jamais ton assurance vie ou ton PEA dans ta banque physique. Sur des ETF, par exemple, ils vont se gaver de frais d'entrée, sortie, arbitrage, frais de dossier, frais de gestion,
gestion, frais sur les produits, tout ce que vous voulez. Et tu peux payer littéralement 10 fois moins cher en ligne avec le même niveau de sécurité parce que les courtiers en ligne, ils sont soumis à la même réglementation que ces banques physiques. Ce que je fais à chaque fois, systématiquement, avant d'ouvrir un compte, ouvrir un PEA ou autre, c'est de checker sur des comparatifs en ligne. J'en ai fait un et je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil. Vous allez voir, les différences sont énormes entre les différents courtiers. Et c'est pas du tout une question de sécurité parce que, comme je vous disais, c'est la même réglementation partout. Je te donne quelques autres pièges classiques en bonus. Déjà, un appartement trop grand pour toi. Aller trop au resto, en bar, en boîte. Commander sur Deliveroo et Uber Eats. Moi, j'ai totalement supprimé ces applications et mon compte et je survis très bien. L'eau en bouteille au lieu du robinet. Les passions chères, type voiture, montre, équitation. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dépenser avec ça. Et après, il y a les animaux de compagnie. Ça, c'est un vrai budget, mais c'est un choix de vie, c'est différent. Et le plus grand dévoreur d'argent, c'est peut-être le divorce, mais ça, pareil, c'est une autre histoire. Bonne nouvelle, les habitudes, ça se change. Et quand tu regardes les histoires de gens comme Ronald Reid, par exemple, ou d'autres millionnaires discrets, c'est hyper motivant. Alors eux, ils n'ont pas gagné au loto, ils ont juste fait les bons choix pendant très longtemps, et ils ont été très disciplinés. Je te conseille de commencer très simplement. Analyse ton compte en détail, vraiment ligne par ligne, pour voir où tu dépenses trop. Et surtout, avant chaque dépense, demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis très curieux de savoir dans quelle mauvaise habitude tu te reconnais, et surtout, dis-moi aussi en commentaire celle que j'ai oubliée, parce que ça pourra sûrement aider d'autres gens. Et si tu veux voir la suite, abonne-toi à la chaîne. Je débute tout juste, donc ton soutien m'aiderait énormément dans le projet. Et n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées de sujets que je devrais traiter.